L'autre jour, il y a une famille qui a fait appel à moi pour venir analyser leur maison. Une grande longère en pierre qui a été construite dans les années début du siècle dernier et qui a été largement rénovée dans les années 60-70 avec ce qu'on connaît bien, du bon béton, du bon plâtre, de la brique et tout ce qu'on aime. Ils m'ont appelé parce qu'ils ont un sacré problème, comme on peut le voir, beaucoup d'humidité. Tellement d'humidité que là, les placos qui ont été refaits il y a 2 ans, moins de 2 ans, ils sont déjà tout pourris et quasiment beaux à refaire. Du coup, j'ai eu envie de faire cette première vidéo pour vous parler d'humidité, et particulièrement d'humidité relative. Pour commencer, un petit point technique, l'humidité relative, qu'est-ce que c'est? L'humidité relative, c'est la quantité d'eau, vapeur, contenue dans l'air. L'humidité relative, elle est largement dépendante d'un facteur dans nos maisons, qui est la température. Bon, en réalité, elle est aussi dépendante de la pression, mais dans un habitat, la pression, on en a un peu rien à faire. Alors pourquoi c'est important? On estime que pour un habitat confortable, il faut une humidité relative qui est autour de 55%, entre 45 et 60%. 55, c'est l'idéal. Ici, dans la maison dont je vous parle, on était entre 75 et 95% dans les chambres, ce qui est colossal. Et c'est problématique pourquoi? D'une part, le confort, d'autre part, ça fait ça, et ça aussi, voire ça. Donc, revenons à nos moutons. L'humidité relative, qu'est-ce que c'est? L'humidité relative, donc c'est l'eau sous forme de vapeur dans l'air. C'est donc la quantité d'eau qu'on a par rapport à un maximum théorique. Donc puisque ça dépend de la température, si on est par exemple ici là, à 19 degrés, pour une humidité relative qui est à 55%, on a à peu près 7 grammes d'eau par mètre cube d'air. Okay, un mètre cube d'air, c'est à peu près 2 électroménagers. Vous mettez 2 sèche-linges ou 2 lave-linges à côté, ça fait à peu près un mètre cube. Donc là-dedans, vous mettez 7 grammes. 7 grammes, c'est à peu près 2 cuillères à café d'eau. Okay, après, vous reportez ça à votre maison, ça vous donne globalement la quantité d'eau qu'il y a dans l'air, si c'est un calcul qui vous intéresse. Donc si on fait à peu près le même calcul, mais cette fois à 5 degrés, on se retrouve à grosse louche 3 grammes d'eau par mètre cube d'air. Okay, donc on peut mettre quasiment 2 fois et demi moins d'eau dans un air à 5 degrés que dans un air à 19 degrés. Et pourquoi c'est important ça? C'est important parce que cette humidité relative, elle est prédominante pour notre confort et aussi pour la salubrité du logement. Alors pourquoi? Mettons, vous avez un air à l'intérieur qui est saturé en vapeur d'eau. On va dire, on va s'approcher de 80% d'humidité relative. Donc on va avoir quasiment 8, 9, 10 grammes d'eau par mètre cube d'air. Sauf que cette air-là, elle n'est pas statique, elle bouge. Elle bouge tout le temps. De par la différence de température, de par les mouvements, de par les courants d'air dans la maison, de par tout un tas de choses. Et puisqu'elle bouge cette air qui est largement chargée en humidité, il y a un moment, elle va aller toucher une paroi qui sera froide. Alors ça peut être un pont thermique, souvent aux jonctions des murs ou murs plafond, ou sur les rebords de fenêtre, ou une fenêtre qui est froide, ou une fuite d'air, surtout sur le tour des menuiseries, où l'air va rentrer froid. Et cet air qui est à 19 degrés et qui est déjà à 80% d'humidité relative, il va brutalement se refroidir. Alors ça implique quoi? On a vu que dans de l'air à 5 degrés, on peut mettre presque 3 fois moins d'eau que dans un air à 19 degrés. Donc si j'ai un air à 19 degrés qui est chargé en humidité, qui voit sa température baisser à 5 degrés, ben il aura trop d'eau, beaucoup trop d'eau. Et le seul moyen qu'il a pour revenir à l'équilibre, cet air humide, c'est de virer toute cette vapeur d'eau qu'il contient sous forme liquide. Et cette eau liquide, elle se retrouve sur les murs, dans les enduits. C'est aussi la buée qu'on voit sur nos fenêtres, sur le cadre des menuiseries quand ils sont froids, etc. Donc, c'est pas un problème en soi. C'est pas un problème en soi si ça dure pas. Parce que de l'eau qui reste liquide, qui stagne, qui pénètre dans les enduits et qui sèche pas, ça fait quoi? Je vous le donne en mille, des moisissures, des champignons, des pourrissements, des décollements d'enduits, etc., etc., etc. Alors, quand c'est qu'esthétique, c'est pas trop grave. Quand on arrive sur les champignons, comme ici, les poumons peuvent prendre un coup. Et il y a cette étude-là qui montre que les moisissures, les champignons, seraient responsables de maladies du genre l'asthme, du genre les infections pulmonaires, les choses comme ça. Donc, attention à l'humidité relative. Donc ça, c'est le pourquoi. Maintenant, on peut se demander, ouais, ok, mais du coup, on est tous foutus. Bon, non. Et il y a un truc fantastique dans nos maisons qui s'appelle la VMC, la ventilation mécanique contrôlée.
Donc souvent on entend « Ouais, mais nos anciens, ils mettaient pas de VMC, donc ça sert à rien, je vois pas pourquoi j'en mettrais une dans ma maison. » C'est assez vrai, sauf que nos anciens, ils passaient à peine 20% de leur temps dans leur maison, alors que nous, avec le télétravail, on approche plutôt des 90 voire 100%. Nos anciens, ils faisaient pas sécher le linge dans la maison, ils prenaient pas de douche tous les jours, encore moins avec de l'eau bouillante, ils faisaient pas sécher leur linge dedans, etc. Et ils avaient des fenêtres qui étaient à peu près aussi étanches que la passoire à nouilles, et souvent une large cheminée avec un grand foyer ouvert qui faisait un merveilleux appel d'air pour virer toute cette humidité qui restait dans la maison. Donc non, nos anciens, ils n'avaient pas de VMC et ils en avaient franchement pas besoin. Mais nos conditions de vie ont quand même bien changé par rapport à ce que faisaient nos anciens il y a même encore 50 ans. Donc la VMC, n'en déplaise aux ayatollahs du renouvellement naturel, la VMC aujourd'hui dans une maison c'est indispensable. C'est indispensable pour renouveler cette humidité. Un autre point par rapport à la VMC, ce qu'on entend toujours, ou souvent, c'est « Ouais, mais j'ai pas envie de mettre de l'air chauffé dehors et de faire rentrer de l'air froid. Ça va me coûter trop cher. » Oui, l'air qui rentre, il est froid en hiver. Et oui, il va falloir le réchauffer. Mais il y a plusieurs trucs à prendre en compte. Le premier, c'est qu'est-ce qu'il faut chauffer? Quand on a de l'air qui est relativement sec, j'entends par là une humidité relative basse, ce qu'il faut chauffer, c'est surtout de l'air. Quand on a un air qui est chargé en humidité, ce qu'il faut chauffer, c'est surtout, ou disons un peu plus, d'eau. Or, la quantité d'énergie qu'il faut fournir à un matériau pour monter sa température de 1 degré est franchement dépendant de ses capacités thermiques. Maintenant, on compare la capacité thermique de l'air et la capacité thermique de l'eau. Et là, qu'est-ce qui vaut mieux chauffer? De l'air sec ou de l'eau? Ben franchement, moi je préfère chauffer de l'air froid et sec. Alors oui, on va mettre des calories dehors, mais ce qu'on va gagner, c'est du confort parce que l'air sera moins chaud, et en fait, l'air qu'il faudra maintenir à une température de 19 degrés sera plus facile à chauffer que l'air humide qu'on a fait sortir. Donc si on calcule tout ça, eh ben, c'est pas si idiot de mettre de l'air chaud et humide dehors. Pour qu'une VMC soit fonctionnelle, il faut déjà mettre une VMC en route, ça c'est facile. On va mettre des bouches d'extraction de l'air dans les pièces humides. Pièces humides, ça va être toilette, salle de bain, cuisine, buanderie, là partout il y a de l'eau. Et on va mettre des entrées d'air dans les pièces sèches. Les pièces sèches, c'est tout le reste, les chambres, le salon, etc. Il y a un autre truc auquel il faut faire attention, c'est le balayage. Le balayage, c'est quoi? C'est en gros le trajet que l'air va parcourir d'un point entrant vers un point sortant. Pour que toute l'air de ma maison soit renouvelée et que j'ai pas d'humidité qui stagne dans un petit coin, il faut que l'air passe partout. Ou plutôt, il faut que tout l'air soit renouvelé. Donc pour ça, on va faire des entrées en point haute. Souvent, c'est les grilles qu'on voit ou les réglettes en haut des menuiseries. Et pour que l'air soit bien renouvelé, il faut ce qu'on appelle détalonner les portes. C'est-à-dire qu'on va couper une petite bande en bas de la porte, comme ça, 1 cm, 1 cm et demi. Pas moins, c'est vachement important, pour que l'air puisse passer dessous et se diriger vers l'extraction la plus proche. Alors attention à ça d'ailleurs. L'air, elle est comme nous. Elle est feignante. Elle va toujours choisir le chemin le plus court. Donc, n'allez pas mettre une réglette dans une salle de bain. Parce que l'air, il va pas du tout renouveler le reste de la maison. Il va juste renouveler l'air de la salle de bain. On a vu le pourquoi il faut virer l'humidité. On a vu le comment il faut virer l'humidité. Maintenant, on peut se demander comment arrive l'humidité. Et donc, pour reprendre l'exemple que j'avais sous les yeux, si on fait le tour de la maison, on peut surtout voir ça. Et ça, c'est super étanche. Donc ici, c'est un cas particulier qui concerne quand même beaucoup de gens aujourd'hui, c'est une maison en pierre. Les maisons en pierre, elles ont des fondations qui sont dans le sol, il n'y a pas de rupture de capillarité, l'eau qui est dans le sol remonte franchement par les enduits qui tiennent les pierres, qui sont souvent en terre d'ailleurs. Okay, donc cette humidité, même si le mur en a un petit peu besoin, il en veut pas trop. Et s'il en a trop, il cherche absolument à s'en débarrasser. Donc si on met ça sur le pied de son mur, eh ben, le mur va avoir du mal à enlever toute son humidité. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Soit, eh ben, l'eau va sortir par l'intérieur, puisque a priori la paroi est un peu plus perméable, soit, ben, l'eau va monter, encore monter, encore monter, et on va avoir des murs qui vont se trouver gorgés d'humidité. Donc, on va être clair, le ciment sur un mur en pierre,
c'est non. Et ce sera toujours non. Donc, si vous êtes concerné par ces problématiques-là, commencez par virer tout ce béton pourri qui gangrène vos murs en pierre. C'est indispensable, c'est indispensable. Donc, une mini-conclusion sur l'humidité de cette maison. Le premier point, c'est de mettre une VMC fonctionnelle, de mettre bien des extractions dans les pièces humides et des entrées d'air dans toutes les pièces sèches, et d'assurer un bon balayage, donc on détalonne les portes, et de virer tout ce béton qui est en train de faire mourir la maison. Particulièrement ce trottoir-là, et puis le pied de mur, et s'ils y arrivent, attention au pire quand même, d'enlever tous les joints qui sont au ciment par l'extérieur. Et une fois que ça se sera fait, il y aura déjà beaucoup moins de problèmes. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. À la prochaine!